Bonsoir à tous. Ça me fait très plaisir de vous voir tous réunis ce soir. Donc ce soir, c'est la troisième conférence HEC Débat depuis la rentrée. On a la grande chance de recevoir Madame la Ministre Nathalie Loiseau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors ce soir, c'est une conférence un petit peu particulière parce qu'elle s'insère dans le cadre des grandes consultations citoyennes sur l'avenir de l'Europe, qui est une initiative qui a été lancée par le président Emmanuel Macron dans la perspective des élections européennes de mai 2019 et qui vise, on reviendra dessus et Madame la Ministre, vous pourrez nous en dire davantage, et qui vise justement à sonder les véritables volontés des citoyens européens quant à l'Europe de demain, ce qu'ils attendent, ce qu'ils en attendent, et quels sont véritablement leurs idéaux européens. Donc sans plus tarder, je vais d'abord remercier nos sponsors, le Journal des Grandes Écoles, le Figaro Économie, le Champagne Bilker Salmon, le cabinet d'audit et de conseil Mazars et la Caisse d'épargne. Je vais vous passer la parole maintenant. Merci beaucoup et excellente conférence. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame la Ministre et merci d'être avec nous aujourd'hui. Madame Loiseau, vous êtes donc née une belle journée de juin 1964 à Neuilly-sur-Seine. Vous ne serez donc pas dépaysée ici, puisque c'est à peu près la situation de la moitié de l'audience. Vous grandissez dans un environnement familial où l'attention et les attentes se portent davantage sur votre frère. Vous vivez dans son ombre, vous adoptez ses passions, vous adoptez même ses coiffures et vous lui volez ses vêtements. Au lycée Carnot, vous êtes la meilleure. Toujours très en avance sur votre âge, vous sautez des classes. Bonne élève, mais pas faillotte. Vous n'hésitez pas à faire tourner toutes vos copies dans la classe, jusqu'au jour où votre professeur de mathématiques détecte la même erreur sur 20 copies et vous colle un 0. À 16 ans, vous obtenez un bac mention très bien. Et là, Madame Loiseau, vous prenez votre vol. C'était facile. Elle est mignonne, on l'a jamais faite. C'était facile. Votre frère vous inscrit au concours de Sciences Po. Vous vous y rendez sans trop de pression, à un retour de vacances en Inde, sans avoir révisé et totalement jet-lagué. Une fois encore, vous brillez et vous rejoignez la rue Saint-Guillaume. Vous y rencontrez des jeunes que vous trouvez vieux avant l'âge, engoncés dans leur manteau Burberry et nourris de rêves de présidence. Encouragé par votre mentor, vous passez le concours des affaires étrangères et obtenez un poste au Quai d'Orsay. Alors pour résumer, à 21 ans, votre diplôme de Sciences Po en poche, vous avez déjà votre propre bureau au Quai d'Orsay, à l'âge où certains, et même certaines, rêvent juste d'y avoir un stage. Voilà, donc à ce sujet, si vous avez juste quelques secondes après le débat. Prédestiné à devenir diplomate, vous avez tout, Madame la Ministre, de l'oiseau migrateur. Vous vous posez ainsi dans les ambassades d'Indonésie, du Sénégal et du Maroc. Et puis, vous décidez d'avoir des enfants. Vous faites ainsi taire tous ceux qui considèrent qu'une femme ne peut allier vie professionnelle et vie familiale. Et vous justifiez ainsi de la plus belle des façons le titre de votre livre « Choisissez tout » et invitez par la même occasion des générations de femmes à assumer leurs ambitions et suivre votre exemple. Devenue porte-parole de l'ambassade française à Washington, au moment où la France décide de ne pas s'engager dans la guerre en Irak, vous démontrez votre sang-froid et défendez la France bec et ongles dans une lettre ouverte qui sera publiée dans le Washington Post. Vous rejoignez ensuite le ministère des Affaires étrangères en tant que DRH. Vous y découvrez un univers dans lequel les femmes peinent à exister. Vous revendiquez toutefois 2 gros succès. Alors pendant votre passage, les recrutements féminins ne sont plus assimilés à des concours de beauté. Et vous convertissez la pause whisky de 19h en réunion de travail à 14. Bravo. Après un bref passage à la direction générale du Quai d'Orsay, auprès d'Alain Juppé, vous êtes nommée directrice de l'ENA. Et pour la première fois de votre vie, vous serez la 2e, puisque Madame Bechtel vous a précédé à ce poste en 2000. Nommée ministre chargée des Affaires européennes au sein du 2e gouvernement d'Édouard Philippe le 21 juin 2017, vous êtes décrite par le Times comme l'arme secrète du président Macron dans la négociation du Brexit. Votre exposition au sein du gouvernement est d'autant plus évidente que le président Macron s'inscrit dans une perspective définitivement pro-européenne. On se souvient notamment que l'Aude à la joie a résonné au Louvre le soir de sa victoire. Il n'est pas non plus inutile de rappeler sa volonté de rétablir une réelle souveraineté et une identité européenne, notamment à travers une réforme de la zone euro.
Alors à 8 mois des élections européennes, des avancées majeures sont visibles. Citons par exemple la réforme des travailleurs détachés ou encore la réforme sur la protection des données. Mais de grandes questions restent ouvertes. On voit notamment des réticences qui persistent quant à l'idée d'un budget de la zone euro, donc un outil de la stabilisation en cas de crise, qui, malgré le soutien de l'Allemagne, peine à convaincre les 4 autres pays. Et puis enfin, le défi de l'immigration, au cœur du sommet européen de Salzbourg il y a quelques semaines. Un sujet devenu très sensible après les réticences de la France à accueillir l'Aquarius cet été. Certains ont d'ailleurs évoqué, Madame Loiseau, une politique de l'autruche. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui, Madame la Ministre, et c'est donc maintenant à vous de démontrer que votre ramage se rapporte à votre plumage et que vous êtes le phénix des hôtes de ce débat. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je vais commencer par rappeler rapidement comment va se structurer la consultation citoyenne. Premièrement, je voudrais rappeler à tous que le principe d'une consultation, c'est que ce soit très participatif. Donc si jamais vous voulez intervenir, poser des questions, on va vous réserver des plages pour que vous le fassiez, donc n'hésitez vraiment pas. Donc dans un premier temps, on va poser 2 ou 3 questions un tout petit peu plus personnelles à Madame Loiseau. Et puis ensuite, on va vous demander de participer, vous. On va vous communiquer l'adresse d'un site internet à partir duquel vous allez voter pour définir votre Europe en un mot, pour recoller au thème précis de la consultation, quelle est votre Europe. Vous aurez à répondre en un mot et on verra les résultats affichés et on pourra commenter ça pendant quelques minutes. Ensuite, on va se diriger vers le premier grand axe de la conférence, à savoir l'immigration, et à la fin duquel vous aurez 10 minutes pour poser vos questions sur ce sujet-là. On passera ensuite au Brexit et plus largement à l'identité européenne, à la cohésion européenne, où là aussi vous aurez l'occasion de poser vos questions. Et puis à la fin de la conférence, on pourra évoquer les réformes économiques et monétaires à mener en Europe, en vous réservant à la toute fin de la conférence une plage de 20 minutes pendant laquelle vous pourrez là encore poser des questions sur à peu près tous les sujets qui vous viennent en tête. Donc n'hésitez vraiment pas. Voilà. Donc on va commencer par les questions un petit peu plus personnelles pour que tout le monde apprenne à mieux connaître Madame Loiseau. Ce sera plus simple comme ça. Bonsoir, merci d'être là avec nous. Déjà, une première question. Qu'est-ce qu'être ministre auprès d'un ministre? Parce que c'est votre titre officiel. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi consiste votre travail, vos tâches au jour le jour? En particulier dans la situation actuelle pro-Brexit. Iris y a fait mention. Bonsoir à tous. Merci pour le portrait bien troussé. Vous avez juste oublié de dire que je suis aussi auteur d'une bande dessinée. Et que j'en publie bientôt une deuxième. Mais sinon, c'était assez complet, je crois. Alors, ministre auprès d'un ministre, ça fait un peu bégaiement. Autrefois, on appelait ça ministre délégué. Si on a voulu changer les choses, ça signifie simplement que je suis auprès de Jean-Yves Le Drian, qui est ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mais que je siège systématiquement à tous les conseils des ministres, parce que, comme vous l'aurez relevé, l'Europe est au cœur des préoccupations d'Emmanuel Macron. Et donc j'ai ce bonheur d'y être tous les mercredis, notamment ce matin, au Conseil des ministres. C'est ça, ministre auprès d'un ministre. Et concernant votre rôle au sein du ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous êtes responsable, on va dire, de toute la partie Union européenne ou est-ce que... Alors, il se trouve que j'ai énormément de chance parce que Jean-Yves Le Drian est à la fois un Européen convaincu, un Européen de cœur, mais aussi quelqu'un qui travaille essentiellement, voire exclusivement, sur les grandes crises extra-européennes. Et l'actualité fait qu'il est très occupé entre la Syrie, la Libye, l'Ukraine, le Sahel, et j'en passe. Et donc tout ce qui concerne l'Europe, c'est moi qui m'en occupe. Mon rôle, il est double, c'est porter les positions de la France dans l'Union européenne, et puis aussi parler de l'Europe aux Français, ce que je fais par exemple ce soir, et ce que je fais à l'occasion des consultations citoyennes. Vous avez indiqué que c'était une proposition qu'avait fait la France à tous nos partenaires européens, qui l'ont tous adoptée. Et puis finalement, il y en a 2 qui sont repartis en arrière. L'Italie du gouvernement actuel. Le gouvernement précédent avait dit oui. Le gouvernement actuel a reculé. Et la Hongrie de Viktor Orban, ce qui nous a prouvé que la définition des populistes, c'était d'avoir peur de donner la parole au peuple, ou en tout cas de préférer s'exprimer au nom du peuple que de l'écouter. Donc en ce moment, cette démarche, elle se passe partout dans l'Union européenne. En France, c'est un principe de labellisation.
ce qui se passe ce soir, c'est pas moi qui l'organise, c'est vous. Mais nous vous avons donné le label consultation citoyenne sur l'Europe. Ce matin, on a fêté la 1000e labellisation en France. Donc c'est quelque chose qui a extraordinairement bien marché, beaucoup mieux que tous les débats antérieurs sur l'Union européenne qui avaient pu être organisés. Et je participe à beaucoup d'entre elles. Ce soir, vous êtes ma 50e, donc j'ai bien noté le nom du sponsor en termes de champagne. Et je partagerai une coupe de champagne avec vous tout à l'heure. Merci. Et est-ce que justement, à propos de ces consultations citoyennes, est-ce qu'il y a des grandes lignes qui commencent à se dégager, ou est-ce que ce sera après une mise en commun avec les autres pays de l'Europe, par exemple? Alors on confiera en France à des spécialistes du débat public le soin de faire la synthèse de tous les comptes rendus. On ne veut pas être accusé que le gouvernement manipule, instrumentalise la démarche. Et donc ce sont des chercheurs qui vont travailler sur tous les comptes rendus et faire une synthèse nationale. Et ensuite, les chefs d'État et de gouvernement européens s'appuieront sur leur synthèse nationale pour prévoir les réformes nécessaires dans l'Union européenne. Après tout, si on réforme pour les citoyens, autant le faire avec les citoyens. C'est certainement ce qui a manqué jusqu'à maintenant. C'est certainement ce qui a fait qu'on a eu des expériences comme 2005, qui consistaient à avoir préparé une constitution européenne entre sachants, et puis d'un seul coup se tourner vers le peuple pour dire c'est oui ou c'est non. Et à la question quelle est votre Europe, on ne répond pas par oui ou non, c'est beaucoup plus qualitatif que ça. Et beaucoup de Britanniques, puisque vous l'avez dit, je m'occupe beaucoup du Brexit, me disent si seulement on avait fait ça, si seulement on avait fait des consultations citoyennes sur l'Europe avant de se lancer dans le référendum du Brexit, peut-être que le résultat aurait été différent. En tout cas, sans doute les gens auraient-ils voté en étant mieux informés. C'est un peu l'idée. Merci à vous. Donc on va essayer d'être aussi qualitatif que possible avec un mot, puisqu'on va vous demander donc à tous, ou tous ceux qui ont des portables, donc tous je pense, d'aller sur un site internet qui s'affiche ici, qui est menti.com, et puis d'utiliser le code que vous voyez à l'écran, donc 13 36 45, et puis vous aurez à définir votre Europe en un mot, et ça va s'afficher au fur et à mesure sur l'écran. Et donc Madame Loiseau, vous aurez à commenter ce qui va s'afficher. Est-ce que pendant ce temps-là, je peux dire ce que moi, j'aurais envie de mettre comme réponse? Moi, je crois que aujourd'hui, vu l'actualité à la fois mondiale et européenne, si je devais avoir un souhait pour l'Europe ou un mot, c'est le respect. Une Europe qui serait à la fois respectée dans le monde et respectable. Par exemple, l'état de droit serait pas une question qu'on est obligé de se poser entre États membres. Je pense que cette notion de respect, aujourd'hui, elle est essentielle. Pour peser dans le concert mondial, il faut être européen et pas seulement français, italien ou allemand. Et donc, se faire respecter, être respectueux aussi de nos différences, mais veiller à être respectable. Donc les premiers résultats commencent à se dégager. Donc solidaire, fédéral avant tout, j'ai l'impression. Plus le mot est important, plus de personnes ont voté pour. A priori, ce qui ressort, c'est quand même la solidarité donc, au niveau de l'Europe. Et si vous vous basez sur justement les consultations que vous avez animées jusque-là, est-ce que ça rejoint un petit peu ce que les gens vous disent ou... Alors la notion de solidarité, l'idée aujourd'hui, c'est beaucoup chez nos concitoyens de faire en sorte que l'Europe ne soit pas l'endroit où on se fait concurrence entre nous, mais l'endroit où on se renforce par rapport à une concurrence mondiale. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'attentes en France autour de l'Europe sociale. Ce n'est pas forcément ce qu'on va trouver ailleurs en Europe, mais en France, il y a cette notion de convergence sociale, de convergence fiscale, de lutter contre le dumping que d'autres pourraient organiser parfois à notre détriment. Le mot de solidarité, il peut être compris différemment selon l'endroit en Europe où on se trouve. Les pays récemment entrés dans l'Union européenne considèrent que nous leur devons une solidarité pour les aider à rattraper le niveau de vie du reste de l'Union européenne. C'est ce qui se passe avec la politique de cohésion. Des pays comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, qui sont par leur géographie les pays par lesquels les migrants arrivent en Europe, considèrent que le reste de l'Europe leur doit la solidarité, et ils ont raison de le considérer.
mais se plaignent aussi que certains pays, notamment à l'Est, ont décidé de n'accueillir personne. Et cet enjeu de comment définir et mettre en œuvre une solidarité face aux défis migratoires, c'est un des grands enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Solidarité, ça peut être de manière très simple, parmi les propositions qu'avait faites Emmanuel Macron l'année dernière dans le discours de la Sorbonne, l'idée de mettre en place une force européenne de protection civile, tout simplement quand des incendies surviennent quelque part en Europe et que les forces nationales sont dépassées, que d'autres Européens puissent venir au secours. Pendant longtemps, ça s'est organisé de manière un peu empirique entre la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, pour faire simple. Et le reste de l'Europe nous regardait avec pas mal de mépris, en nous disant que c'était des problèmes qui ne concernaient que les pays du Sud, qui devaient au fond être assez mal organisés. Et puis cet été, il y a eu des incendies considérables en Suède, liés à la très grande sécheresse et au changement climatique. Et on a envoyé des Canadair français. Et d'un seul coup, tous les pays du nord de l'Europe nous ont dit que finalement, notre idée de force européenne de protection civile, on allait la mettre en place avant la fin de l'année. La solidarité, on la comprend toujours quand on en a besoin. La solidarité, c'est parfois ce qui a manqué aussi pendant la crise financière. En tout cas, c'est ce que pense le peuple grec, le peuple italien. Ça a eu parfois des conséquences lourdes sur la manière dont ces peuples ont choisi leurs dirigeants. Justement, pour rester un petit peu sur le problème de la solidarité européenne, on va passer au premier grand thème de la soirée, à savoir l'immigration. L'immigration peut être un des termes incontournables sur l'Europe d'aujourd'hui, car depuis 2014, c'est plus de 1,8 million de personnes qui ont franchi les frontières et qui ont pu créer des réactions de rejet. Donc vous avez nommé les pays de l'Est de l'Europe, le groupe de Visegrad, et plus récemment des pays comme l'Italie aussi, qui a eu un changement de gouvernement remarqué. Emmanuel Macron a d'ailleurs eu des mots assez durs à propos des pays d'Europe de l'Est. Et comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous imaginez la suite de cette histoire? Est-ce qu'il y aurait des sanctions éventuellement, ou est-ce que vous croyez encore une solution commune qui satisfasse tous les membres de l'Union? D'abord, il faut partir de la réalité des chiffres et puis la réalité humaine, parce que c'est toujours très dérangeant quand on parle migration, réfugiés politiques, d'être uniquement dans la statistique. La réalité, c'est que l'Europe n'est ni une forteresse ni une passoire. Vous l'avez dit, depuis 2014, près de 2 millions de gens ont rejoint l'Union européenne, beaucoup à la suite de la guerre en Syrie, des troubles en Irak, d'une absence de paix et de stabilité en Afghanistan, et puis aussi des migrants économiques qui ont voulu tenter leur chance, mais malheureusement risquer leur vie pour rejoindre l'Europe. D'abord, l'Europe a réussi à accueillir ces près de 2 millions de personnes. Angela Merkel avait dit « Wir schaffen das », nous allons y arriver, et c'est vrai. Donc on doit d'abord se dire ça, avant toute autre chose. En même temps, depuis, par rapport à l'année dernière, le nombre de personnes qui arrivent en Europe a été divisé par 2. Si on ne parle que de la Méditerranée centrale, et donc des arrivées depuis la Libye vers l'Italie, ce nombre a été divisé par 10. Ça signifie que l'Europe n'est pas une passoire, que des mesures ont été prises qui ont eu leur efficacité. Ça signifie aussi qu'aujourd'hui, le nouveau gouvernement italien instrumentalise à des fins politiques une situation qui reste un défi pour l'avenir, mais qui n'est pas une crise en ce qui les concerne depuis que ce gouvernement est au pouvoir. On a passé notre été à répartir les demandeurs d'asile présents sur quelques bateaux. Au total, moins d'1 millier de personnes sur tout l'été. Moins d'1 millier de personnes pour lesquelles les chefs d'État et de gouvernement et les ministres des pays de bonne volonté ont passé l'été suspendus à leur téléphone à chaque navire parce que l'Italie avait décidé de fermer ses ports. C'est ça qui s'est passé. La crise, c'est la crise d'une Italie qui ferme ses ports au moment même où on lui propose de faire en sorte que partout où les navires arrivent, l'Europe soit présente dès la descente du bateau. Alors, est-ce qu'il y a une solution possible? Au mois de juin, on a tenu un Conseil européen
essentiellement consacrée aux migrations. On a négocié toute une nuit, très précisément jusqu'à 5h30 du matin. J'en ai un souvenir vif, puisqu'à 5h30, le président qui rentrait à pied comme à son habitude à l'hôtel avec nous me dit naturellement vous faites toutes les matinales. Et j'ai réalisé qu'il me restait 1h30 de sommeil. Donc on a négocié toute une nuit et on est arrivé à des conclusions adoptées par tous, y compris par le président du Conseil italien avec lequel on les a co-rédigées. Et cette politique migratoire, qui se veut à la fois complète, équilibrée, efficace et humaine, ça consiste d'abord à traiter la question de la migration économique illégale dans les pays d'origine. Il n'y a aucune raison de penser que l'avenir d'une génération de jeunes, notamment africains, c'est de risquer leur dignité en Libye et leur vie à travers la Méditerranée pour chercher un avenir meilleur en Europe. Il faut que notre aide au développement soit plus massive, plus efficace, mieux coordonnée, qu'elle s'attelle essentiellement à créer des emplois et à investir en Afrique. Là-dessus, on est d'accord, et là-dessus, nous sommes en train d'augmenter notre aide bilatérale. On est en train de pousser un certain nombre de pays, y compris les pays du groupe de Visegrad, à en faire autant, et surtout à mieux se coordonner. Pendant longtemps, et moi je l'ai vécu comme diplomate, on se faisait concurrence sur l'aide au développement. Il n'y a rien de plus stupide que ça, mais je peux témoigner qu'on l'a fait. Mieux travailler aussi à stabiliser les zones de conflit, évidemment. Tant que la Libye ne sera pas une zone de droit, tant qu'il n'y aura pas d'État en Libye, on ne pourra pas espérer que les droits de l'homme y sont respectés, et on ne pourra que voir fleurir des trafiquants de pétrole, de stupéfiants, d'armes et d'êtres humains. Donc on a tous un intérêt à trouver un règlement politique satisfaisant en Libye, là aussi sans se faire concurrence les uns les autres, et sans penser que la Libye appartient à tel ou tel État de l'Union européenne, puisqu'en tout cas ce qui s'y passe a des conséquences pour nous tous. Évidemment aussi travailler à un règlement en Syrie, quelles que soient les infinies difficultés que cela comporte. Deuxième partie de la fusée, si j'ose dire, se souvenir que Schengen, c'est à la fois l'effacement des frontières intérieures et le renforcement des frontières extérieures. Ce qu'ont fait nos prédécesseurs, ils ont très bien travaillé sur la première partie, ils avaient complètement oublié la deuxième. L'année dernière, quand nous sommes arrivés en fonction, l'agence Frontex, donc l'agence de garde-côte et de garde-frontière européen, comptait 300 hommes. Avec 300 hommes, vous ne faites pas grand-chose. 300 hommes et souvent pas de matériel. Et souvent des missions compliquées parce que chaque État membre disait « Bon, je veux bien avoir quelques experts de Frontex, mais attention, les responsabilités, elles sont celles de la police de l'État membre, c'est une question de souveraineté. Comment voulez-vous travailler dans ces conditions-là » On s'est mis d'accord pour monter Frontex à 10 000 hommes d'ici 2020. Ça n'est pas exactement la même chose, ça ne peut pas être non plus la même mission. Ce qui signifie d'ailleurs que ceux qui vous disent qu'ils sont favorables à un renforcement du contrôle de nos frontières extérieures, mais qui ne veulent pas davantage d'intégration européenne, je pense à Laurent Wauquiez, ont oublié ce qu'ils savaient quand ils étaient ministres des Affaires européennes. S'ils veulent davantage de missions pour Frontex, il faut accepter une forme d'intégration européenne sur le contrôle des frontières extérieures. On ne peut pas vouloir tout et le contraire de tout, sauf à prendre les gens pour des imbéciles, ce que j'espère il ne fait pas. Et puis, troisième étage de la fusée, qu'est-ce qu'on fait des migrants et des demandeurs d'asile qui arrivent ou qui sont sur notre territoire? L'idée, c'est l'Europe au pied du bateau. C'est faire en sorte que, quand un migrant ou un demandeur d'asile arrive en Europe, arrive en Italie, il arrive en Europe. Et que donc la solidarité européenne s'exprime immédiatement. L'Italie, la Grèce, l'Espagne n'ont pas à être les victimes de leur géographie. Même s'il est hors de question de transiger avec le principe du port sûr le plus proche, quand des gens sont en train de se noyer, l'idée n'est pas de dire à un bateau d'ONG qui va pouvoir aller une fois à Valence, l'autre fois à Marseille ou
à Bonifacio, ça n'a pas de sens. S'il est en train de se noyer, on le débarque le plus vite possible. Il y a des femmes, des enfants, et il y a en tout cas 100% de gens traumatisés qui nécessitent une prise en charge. Et le plus vite, le mieux, parce que si on veut pouvoir derrière intégrer des gens qui nous rejoignent, il faut pouvoir intervenir très vite. Mais ça ne peut pas vouloir dire que l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou Malte doivent accueillir et garder ceux qui arrivent sur leur côte. Donc c'est à l'Europe de faire le travail, comme on a commencé à le faire cet été. Nous avons envoyé l'OFPRA à chaque fois, nous avons été à chaque fois les premiers, et à chaque fois ceux qui avons tenu nos engagements, même Matteo Salvini, qui m'insulte à peu près un jour sur deux, reconnaît ça. Je ne dis pas que des choses agréables sur lui non plus. Mais il reconnaît ça à chaque fois que la France s'est engagée, elle a tenu ses engagements. Et sur l'Aquarius, 18 personnes sont arrivées en France parce que l'OFPRA était tout de suite à Malte quand les naufragés ont pu débarquer. Les naufragés, ça veut dire qu'aujourd'hui, les passeurs organisent des naufrages sciemment. Ça veut dire qu'il n'y a pas un bateau sur lequel les migrants embarquent qui soit capable de traverser la Méditerranée dans des conditions de sécurité. Et c'est fait exprès. Il n'y a d'ailleurs pas un passeur sur ces bateaux. Ce qui nous pose un problème parce qu'on avait mis en place une opération européenne, Sophia, pour arrêter les passeurs. Ça ne sert à rien parce qu'ils ne sont pas sur les bateaux. C'est le plus courageux des demandeurs d'asile qui payent un peu moins cher la traversée pour barrer et pour appeler les secours quand le bateau prend l'eau. C'est ça aujourd'hui, la traversée de la Méditerranée. C'est donc pas une solution. C'est pas ce qu'on peut pas accepter d'encourager ça, de nourrir ça et d'enrichir ceux qui font ça. Nous, ce que nous disons, c'est que nous voulons travailler au plus près des demandeurs d'asile et au plus près des migrants économiques. Nous avons commencé à le faire au Niger, au Tchad, où nous envoyons là aussi des missions de l'OFPRA qui s'entretiennent avec les personnes qui veulent rejoindre l'Europe. Ceux qui relèvent de la protection prennent l'avion, viennent en Europe, dans des conditions dignes et sûres. Ça empêche les passeurs de vivre leur vie. Ça veut dire que nos opérations militaires sont obligées de lutter contre des passeurs de plus en plus agressifs et de plus en plus armés. Mais ça sauve des vies. Et à l'inverse, pour ceux qui ne relèvent pas de la protection, nous leur disons que s'ils vont jusqu'à venir en Europe, ils seront sans papier, qu'ils risquent les pires sévices en Libye et qu'ils risquent leur vie en Méditerranée et que nous préférons les raccompagner dans leur pays d'origine avec l'Organisation internationale des migrations. C'est ça qui est sur la table, c'est ça qui a été proposé, c'est même ça qui a été agréé, y compris par l'Italie. Alors elle l'a agréé sur le papier, maintenant on attend qu'elle nous montre qu'elle cherche vraiment à mettre en œuvre la solution et pas à vivre électoralement du problème. Ça, c'est pas tout à fait gagné. Merci. Mais effectivement, devant cette catastrophe humanitaire que vous avez extrêmement bien décrite, conduira pas nécessairement une refonte de Schengen, mais au moins, comme vous l'avez dit, une réorganisation de Frontex, etc. Donc, moi, ça me fait un petit peu penser à ce qui s'est passé avec la crise de la zone euro. Il y a eu une crise catastrophique et après, on a eu le traité sur la gouvernance, etc. Est-ce que ça veut dire que l'Union européenne avance finalement quand il y a une crise absolument avec des conséquences dramatiques et que là, les décisions sont prises? Est-ce qu'il y aurait une possibilité de travailler un peu plus en amont, de voir avant les problèmes qui risquent de se poser C'est tout le sujet sur la migration, et puis on parlera de la zone euro peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des populistes qui veulent faire de la question migratoire une crise politique, parce qu'ils pensent que ça leur rapporte. Et puis vous avez parmi les progressistes, certains qui considèrent qu'on n'est pas en pic de flux migratoires, donc puisqu'il n'y a pas le feu, il n'y a rien à faire. C'est toute la difficulté pour mettre en œuvre des solutions coopératives, équilibrées et humaines. En 2015, ce qui s'est passé, c'est que naturellement, la Grèce, la première, n'a pas pu enregistrer les demandeurs d'asile parce qu'elle était submergée. Et donc le règlement de Dublin n'a pas été appliqué et personne n'a pu le reprocher aux Grecs face à l'afflux aussi massif de demandeurs d'asile. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'on a inventé les relocalisations pour essayer de partager l'arrivée des demandeurs d'asile. C'était une réponse temporaire en pleine crise. Et ça n'est pas forcément une bonne réponse. Parce que vous ne pouvez pas forcer.
un pays à accueillir des gens qu'il ne veut pas accueillir. C'est sans doute scandaleux, moralement discutable, mais c'est comme ça. Et vous imaginez l'accueil que recevraient des gens qui seraient amenés de force dans un pays qui ne veut pas les accueillir. Et puis vous avez des pays qui ont dit oui aux relocalisations, qui ont accueilli des demandeurs d'asile, et les demandeurs d'asile n'y sont pas restés parce qu'il y a aujourd'hui des disparités énormes entre le traitement des demandeurs d'asile en Europe. La Roumanie a accompli son devoir en matière de relocalisation. Il n'y a pas un demandeur d'asile qui soit resté en Roumanie pour une raison assez simple. L'indemnité versée aux demandeurs d'asile en Roumanie est de 13 € par mois. Elle est de 400 € en France. C'est très insuffisant, mais évidemment, entre 13 et 400, le compte est vite fait. Et donc, cette idée de relocalisation, qui paraissait intelligente dans la crise, ne l'était pas. C'est la raison pour laquelle, sur ce sujet comme sur d'autres, nous nous poussons à ce que l'Europe s'organise autrement qu'au moment où les crises sont à leur pic, parce que c'est rarement là où on fait les meilleurs choix, et c'est souvent les choix les plus coûteux financièrement, voire socialement. Je pense à la manière dont on a traité la crise grecque. Merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions du public sur le sujet de l'immigration. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Madame la Ministre. Pardon. Vous aviez parlé de migrants qui quittaient la Roumanie. Donc ça suppose possiblement qu'il y a une impossibilité à les faire rester en Roumanie. Et donc je me demandais justement quelle pouvait être cette impossibilité. Pourquoi il était impossible, par exemple, de manière, je ne sais pas, légale, par exemple, d'imposer un pays d'accueil à des migrants et de les empêcher, mettons, de quitter telle ou telle zone. On a un principe de libre circulation dans l'Union européenne qui, j'allais dire, fort heureusement s'applique et c'est une réalité. Je veux dire, le bon moyen de traiter cette question, c'est d'harmoniser les procédures d'asile, les critères de l'asile et d'aller petit à petit vers une agence européenne de l'asile. On ne pourra pas traiter le sujet autrement que comme ça. Mais ce que nous avons proposé et ce que les 28 partenaires de l'Union européenne ont accepté au mois de juin, c'est qu'à l'arrivée, on mette en place des centres contrôlés. Alors il y a beaucoup de débats sur comment ça, mais vous êtes demandeur d'asile et on vous empêche de sortir. L'objectif que nous poursuivons, c'est de faire en sorte très vite que les demandeurs d'asile soient pleinement identifiés, comme on le fait en réalité depuis le début de l'été, et accueillis dans des pays de bonne volonté, et que ceux qui ne relèvent pas de l'asile puissent être eux aussi très vite reconduits dans leur pays d'origine. Et pour ça, il faut que le centre soit contrôlé. On a beaucoup de difficultés. Les Grecs y sont favorables, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait dans les îles grecques, avec les hotspots. Aujourd'hui, les îles grecques sont débordées, et il faut qu'ils puissent ouvrir des centres sur le territoire de la Grèce continentale. Et pour ça, il faut que ces centres soient contrôlés, sinon c'est l'encouragement à prendre la route. En Italie, jusqu'à présent, c'était niet au centre contrôlé. Avec un argument qui était un argument de générosité, consistant à dire nous sommes un pays d'accueil et donc il est hors de question que les gens soient obligés de rester dans un centre. Spontanément, c'est un argument qu'on écoute et qu'on entend. Ce que j'ai fait, puisque j'ai passé du temps à aller voir des centres de migrants pour comprendre, un centre ouvert, il est ouvert à tout vent, il est ouvert à tous les trafics et à tous les trafiquants. Ce que j'ai vu dans des centres non contrôlés, c'est des passeurs qui vont et viennent, qui vendent des faux documents. Ce sont des réseaux de proxénétisme qui tombent sur les jeunes femmes migrantes et qui les emmènent ailleurs en Europe. Ce sont des pressions qui sont exercées. Ce sont des mafias qui utilisent de la main-d'œuvre très bon marché pour aller
effectuer des travaux agricoles dans le sud de l'Italie. Il y a des jeunes migrants qui ont été retrouvés travaillant pour 3 € par jour en Italie. C'est ça les centres non contrôlés. Donc l'argument d'humanité, il se heurte à une réalité qui, elle, est beaucoup plus dure, sur laquelle il faut mettre des mots pour pouvoir la traiter et la surmonter. J'aime pas parler statistiques quand on parle migrants et demandeurs d'asile, parce qu'il faut aller voir les gens et comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils subissent, et ce que parfois cachent des grands arguments pleins de bons sentiments qui derrière protègent des trafiquants qui, eux, vous le savez aujourd'hui, le trafic des êtres humains, c'est le 2e trafic le plus lucratif au monde, derrière le trafic de stupéfiants. Bonjour, je vous remercie tout d'abord pour votre présence. Vous avez évoqué tout à l'heure les gouvernements précédents qui n'avaient pas fait le nécessaire, peut-être pour permettre à Frontex d'être d'avoir assez d'effectifs pour protéger la frontière extérieure de l'Europe, et au contraire avaient permis l'homogénéisation du territoire européen. Mais en fait, il y a aussi d'autres explications, je crois, qui disent que l'étanchéité, le manque de cohésion sur les frontières européennes ont été permises parce que des pays européens ne savaient pas jusqu'où l'intégration vers l'Est des différents pays européens allait être faite, et finalement où allait s'arrêter cette frontière de l'Europe. Et c'est peut-être même l'idée de frontière d'une Europe qui pose problème, notamment aujourd'hui avec la crise ukrainienne, la Turquie, ou les programmes de voisinage avec les pays d'ex-Yougoslavie. Et donc en fait, je voulais savoir quelle était pour vous l'idée d'une frontière européenne. Quelle était cette frontière européenne, où s'arrête l'Europe, et comment vous envisagez ça? Alors c'est vrai que l'Europe, c'est une réalité géographique, historique, culturelle, multiple. Je voyais tout à l'heure dans les termes que vous aviez choisis, unité et diversité, ça tombe bien, c'est la devise de l'Europe, unie dans la diversité. Mais à partir de là, jusqu'où ça s'arrête? Ma conviction profonde, c'est que si vous prenez une carte, l'avenir des Balkans est en Europe. D'abord parce que le passé des Balkans était en Europe, parce que l'histoire de l'Europe est beaucoup une histoire qui est passée par les Balkans, et parce qu'on a intérêt à arrimer les Balkans à l'Europe. Ça n'est pas comme si on pouvait se permettre de tourner le dos aux Balkans, que les Balkans restaient seuls, sans lien avec d'autres parties du monde. Aujourd'hui, on le voit, on vient de le voir avec les élections en Bosnie-Herzégovine, on vient de le voir avec le référendum en Macédoine du Nord. Il n'y a pas que les Européens qui s'intéressent aux Balkans. Il y a beaucoup la Russie, beaucoup, qui est dans la nostalgie de sa grandeur passée, de son influence passée. Il y a beaucoup la Turquie, qui est très présente, avec une forme de prosélytisme musulman qui n'a rien d'anodin. Et il y a beaucoup les pays du Golfe, notamment le Qatar. Donc ne pas faire en sorte qu'il y ait une perspective européenne pour les Balkans, c'est se réveiller demain avec des pays qui auront choisi un tout autre modèle. Est-ce que ça veut dire que ces pays doivent rejoindre rapidement l'Union européenne? Il faut qu'ils soient prêts pour ça. Et aujourd'hui, ils ne le sont pas. Être prêt, ça veut dire évidemment remplir l'acquis communautaire, comme diraient mes amis eurocrates de Bruxelles, mais plus largement partager des valeurs et partager l'état de droit et la bonne gouvernance. Et travailler sur la lutte contre la criminalité organisée, travailler sur la lutte contre la corruption, sujets sur lesquels, une fois qu'on est dans l'Union européenne, si on n'a pas fini, ça se ressent. Aujourd'hui, par exemple, pour revenir à Schengen, la Roumanie et la Bulgarie ne sont pas dans Schengen, voudraient y être, mais on a un mécanisme de contrôle et de vérification qui fait régulièrement des enquêtes dans ces deux pays. Et l'ampleur du crime organisé et l'ampleur de la corruption font que c'est difficile de leur dire d'entrer dans Schengen comme ça. Ils le savent, je ne suis pas en train de dire quelque chose que je ne leur dis pas en face. Il faut les accompagner. Ce n'est pas une manière de leur mettre une étiquette sur le front et de leur dire passez votre chemin. Il faut les accompagner dans ces programmes-là, comme on accompagne l'Albanie, comme on accompagne la Serbie, le Monténégro. Ils ne sont pas prêts, mais il faut faire en sorte qu'ils soient prêts. Donc il faut que nous, on soit plus présents
pour que ces pays puissent prendre les bonnes décisions, aller dans la bonne direction, pour aider ceux qui ont le courage de faire des réformes, aider par exemple la Serbie et le Kosovo quand ils sont en train de discuter d'un éventuel règlement. C'est inespéré qu'ils le fassent. Et j'ai pas envie de dire que la manière dont ils s'y prennent ne me convient pas a priori. Parce que je n'ai pas à leur dire à leur place comment ils doivent essayer de se réconcilier. Franchement, s'ils y arrivent, c'est une épine en moins dans le pied de l'Europe. Donc les Balkans, il n'y a aucun doute. Mais ça prendra le temps que ça prendra pour chacun de ces pays. Il ne s'agit pas de les intégrer en bloc, il faut le faire au rythme de chacun et selon les mérites de chacun. Et croire à leur avenir européen, c'est aussi être exigeant. La Turquie s'est éloignée des valeurs de l'Union européenne. C'est un choix qu'elle a fait, c'est un choix souverain, politique, de la Turquie et des Turcs. Je respecte ce choix, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on a déjà fait dans la négociation d'adhésion. L'Union européenne, c'est d'abord une union de valeurs, c'est pas un marché unique ou un carnet de chèques seulement. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Turquie fait qu'on ne peut pas penser à ouvrir l'Union européenne à la Turquie. Est-ce que demain, un autre gouvernement, d'autres orientations politiques en Turquie remettrait la question de l'adhésion à l'Union européenne au goût du jour? Peut-être. Et est-ce qu'entre-temps l'Union européenne aurait changé? Peut-être. Nous, ce que nous disons, c'est qu'aussi l'Union européenne doit se réformer avant d'ambitionner de s'élargir davantage. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions concernant l'immigration éventuellement, on y reviendra à la fin de la conférence, on va reprendre le fil pour avoir le temps de tout traiter. Et donc là, on va parler du Brexit. Ça, c'est une manière polie de me dire que je fais des réponses trop longues. Mais pas du tout. Presque trop courtes. Donc le Brexit vous concerne particulièrement. Iris l'a dit notamment en introduction, vous êtes l'arme secrète du président Macron dans les négociations. Bah, pas si secrète puisque ça a fait la une du Times, donc c'est affiché. Vous étiez l'arme secrète alors. Mais donc vous vivez les négociations au premier plan. Et en parlant de ces négociations, la presse toujours dit qu'elles sont actuellement au point mort, ou en tout cas qu'elles avancent pas assez vite pour permettre de conclure un accord avant la date limite qui est fixée à mars 2019. Donc vous avez d'ailleurs vous-même averti que les risques de no deal sont là et qu'on ne pouvait plus les écarter. Est-ce que vous pensez qu'un accord est encore possible à l'heure actuelle entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Alors, sur le Brexit, la première chose sur laquelle on travaille, c'est comment on se sépare. Et ensuite, ce sera comment on vit ensemble une fois qu'on est séparés. Donc pour le moment, on travaille à l'accord de retrait qui consiste à divorcer sans faire de mal aux enfants, si on doit faire très simple. Alors d'abord, ça ne marche jamais, mais en tout cas à limiter les dégâts. Un bon accord de retrait est encore possible, même si le temps qui nous est imparti est extrêmement court, parce que, vous l'avez dit, le retrait effectif, c'est le 29 mars 2019 à 23h. C'est un choix britannique qui montre tout leur sens de l'originalité. Mais pour que cet accord soit effectif au moment du retrait, il faut qu'il soit agréé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et ensuite il faut qu'il soit ratifié par le Parlement britannique et par le Parlement européen. Donc après novembre, c'est fichu. Et pour qu'on ait finalisé l'accord totalement en novembre, il faut qu'au prochain Conseil européen, des 17, 18 et 19 octobre, c'est-à-dire en gros demain, l'essentiel de l'accord soit agréé. Autant vous dire que j'ai des journées qui commencent tôt et qui finissent tard. Michel Barnier encore plus. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est la situation de la frontière irlandaise. Ça a l'air anecdotique, sauf que nous sommes mis d'accord avec les Britanniques depuis le départ pour ne pas fragiliser les accords de paix d'Irlande du Nord. Ça n'est pas du tout anecdotique parce que la guerre en Irlande du Nord, c'est il y a peu de temps, et la paix n'a été obtenue que grâce à l'implication de l'Union européenne, grâce à l'accompagnement par l'Union européenne, et grâce au fait que
l'Irlande du Nord et la République d'Irlande étaient l'une et l'autre dans l'Union européenne. Et donc, il n'y avait pas de frontières. Du jour où l'Irlande du Nord sort de l'Union européenne, comment faire du surréalisme, un peu à la Magritte, ceci n'est pas une frontière. C'est très compliqué. Ça serait simple si le Royaume-Uni décidait de rester dans l'union douanière et le marché unique. Là, rien ne change pour la vie des personnes, pour les biens, pour les services entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Ce n'est pas le choix qu'a fait Theresa May jusqu'à présent. Et à partir de là, il faut inventer quelque chose de très imaginatif, ce sur quoi Michel Barnier a travaillé, ce sur quoi Theresa May nous avait dit oui sur le principe en décembre, et elle est revenue sur son accord. C'est là où on en est. C'est là où on en est parce qu'elle n'a pas de majorité, sauf à dépendre d'un parti unioniste nord-irlandais qui n'avait pas signé les accords de paix. Je le rappelle parce que ça donne une idée de ce que ce parti est prêt ou pas prêt à agréer aujourd'hui. Alors on est en train de faire preuve d'une imagination fertile pour trouver des solutions de repli et à l'intérieur des solutions de repli, d'autres solutions de repli pour faire en sorte de pouvoir passer ce cap et travailler à la relation future, ce qui est quand même un petit peu plus intéressant intellectuellement et un petit peu plus riche de promesses. On fait le maximum, mais on n'acceptera pas un mauvais accord. Un mauvais accord, c'est-à-dire quelque chose qui porterait atteinte aux intérêts des citoyens européens et aux intérêts des entreprises européennes, tout simplement. Theresa May nous a dit depuis 2 ans que pas d'accord valait mieux qu'un mauvais accord. Elle avait raison, mais c'est vrai pour l'Union européenne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que pour le Royaume-Uni. Pas d'accord, c'est pas formidable, mais c'est mieux que ce qu'elle nous a proposé. Et pas d'accord, c'est une vraie catastrophe pour le Royaume-Uni. Donc on est dans la phase de négociation où on joue au poker, où on garde nos cartes et où on ne tremble pas, où on ne cille pas pour essayer d'arriver à un atterrissage intelligent. La question qui se pose, c'est que si on arrive à quelque chose en octobre, et je le souhaite, et c'est possible, et on fait tout pour, il faudra encore que le Parlement britannique le ratifie. Et là, c'est l'inconnue la plus totale, parce que le Brexit aujourd'hui au Royaume-Uni, c'est l'affaire Dreyfus. Ça divise les partis, ça divise les territoires, ça divise les familles. Donc savoir au dernier moment qui va voter quoi, c'est très difficile de le mesurer. Donc l'absence d'accord par accident peut arriver. C'est pour ça que j'ai présenté un projet de loi au Conseil des ministres la semaine dernière et que je vais le défendre au Parlement pour nous préparer à tous les scénarios, y compris pas d'accord, pour faire en sorte que les citoyens français qui sont au Royaume-Uni et qui voudraient revenir en France, que les citoyens britanniques qui sont en France soient protégés, pour faire en sorte que la circulation dans le tunnel sous la Manche soit possible le 30 mars au matin, même si on n'a pas d'accord. Parce que je ne peux pas me réveiller le 30 mars et vous dire, ou dire aux Britanniques qui sont en France, ou dire à ceux qui font circuler des personnes et des marchandises par le tunnel sous la Manche, finalement il n'y a pas d'accord, mais on n'avait rien préparé. Donc de toute façon on sera prêt, de toute façon il n'y aura pas de chaos, et c'est la première fois qu'un ministre va au Parlement présenter un projet de loi dont il espère ne pas avoir à se servir. Merci à vous. Très brièvement aussi, on a vu, beaucoup disent qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron, la France regagne en attractivité. On a vu aussi qu'il y avait une concurrence entre certains pays européens pour récupérer les activités de services qui étaient jusque-là à Londres. Est-ce que l'un dans l'autre, le Brexit peut être une bonne chose pour la France ? Alors, il faut commencer par regarder les choses en face. On aura une moins bonne relation avec le Royaume-Uni une fois qu'il sera sorti de l'Union européenne. Quoi qu'on fasse, et sans envie de punir le Royaume-Uni, mais la relation la plus étroite, c'est quand on est État membre. Aujourd'hui, beaucoup de Britanniques nous disent qu'ils veulent un partenariat de sécurité, un partenariat de défense, un partenariat de recherche, un partenariat d'enseignement, un partenariat commercial, un partenariat de production
le plus étroit possible, la réponse qu'on peut leur faire, c'est rester. On n'a pas encore trouvé mieux que le statut d'État membre pour être étroitement lié à l'Union européenne. Donc par définition, ce sera moins bien. Et par définition, on ne peut pas dire que le Brexit soit une bonne nouvelle pour l'Union européenne, ni pour la France. Ceci posé, nous travaillons depuis l'élection d'Emmanuel Macron et l'arrivée du gouvernement à l'attractivité de la France, tous azimuts. Et nous sommes heureux de voir que ce travail, qui est passé par les ordonnances sur le Code du travail, qui est passé par la loi Pacte adoptée à l'Assemblée nationale, qui est passé par un certain nombre de mesures, ce travail porte ses fruits. Il y a davantage d'investissements étrangers en France, créateurs d'emplois. Il y a évidemment parmi ces investisseurs qui viennent en France aujourd'hui, des investisseurs britanniques ou qui étaient au Royaume-Uni et qui vivent une phase d'incertitude au Royaume-Uni qui les conduisent à regarder ce qu'il est possible de faire dans l'Union européenne. Ça n'est pas dirigé contre le Royaume-Uni, mais nous travaillons à notre attractivité et c'est bien le moins, c'est ce que fait n'importe quel pays. Alors au-delà de ça, il y a eu, c'est vrai, un effet d'aubaine qui consistait à essayer d'attirer les agences européennes qui avaient leur siège au Royaume-Uni et qui ne pouvaient pas garder leur siège au Royaume-Uni. L'Agence européenne du médicament et l'Autorité bancaire européenne. La France s'était portée candidate pour accueillir les deux agences. Mon travail, ça a été de porter ces deux candidatures, puis de voir que l'Autorité bancaire européenne était probablement la candidature que nous avions le plus de chances de remporter, et donc de mener campagne, d'aboutir comme finaliste ex aequo avec Dublin, et d'avoir de la chance ce que Napoléon demandait à ses maréchaux, et Emmanuel Macron à ses ministres, puisque la décision s'est faite par tirage au sort et que j'ai gagné. Donc l'autorité bancaire européenne sera accueillie à Paris, ce qui a du sens par rapport à l'attractivité de la place financière de Paris, bien sûr. Mais je ne vais pas vous dire c'est formidable, ça sera tellement mieux sans le Royaume-Uni, parce que ça n'est pas vrai. Merci. Si Brexit il y a eu, c'est parce que finalement les citoyens britanniques ne se sentaient plus attachés à l'Union européenne, d'où aussi le sens de ce genre de consultations qui doivent certainement être une très bonne chose, mais est-ce que le risque n'est pas que les personnes qui se rendent à ces consultations aient déjà un avis sur l'Europe, quelles que soient leurs opinions, et que le gros des électeurs qui ne vont pas voter, qui sont abstentéistes, n'ont juste pas d'opinion sur l'Union européenne, ils n'en pensent rien. Comment, dans un cadre de Brexit, ça s'est vraiment passé, ils ont vraiment voté pour, comment est-ce qu'on pourrait réussir à raccrocher au wagon de l'Union européenne tous ces citoyens Alors, il se trouve que le Brexit n'est pas forcément un exemple très attractif. Vous remarquerez qu'il n'y a plus un seul parti souverainiste aujourd'hui, à part M. Asselineau qui me salue régulièrement sur Twitter, qui plaide en faveur du Frexit. Madame Le Pen avait déjà rétropédalé pendant la campagne présidentielle et depuis elle nous vend une Europe des nations et on est tous très attachés aux nations, mais on ne sait pas très bien quel est le programme qu'il y a derrière. On voit bien que le Brexit, il y a une étude qui a été publiée à Londres la semaine dernière qui montrait qu'avant même que le Brexit entre en vigueur, il coûtait 500 millions de livres par semaine au Royaume-Uni, à mettre en regard des 350 millions de livres que devait rapporter le Brexit au budget britannique qu'avaient promis Boris Johnson, Nigel Farage et les autres. Donc le Brexit n'est pas forcément un élément d'attraction. Mais cette idée-là mise à part, c'est vrai que les élections européennes sont les élections où les Européens votent le moins. En 2014, en France, 55% de taux d'abstention, 70% chez les 18-25 ans. Je vous dis ça comme ça. Alors que ce qu'on traite au niveau de l'Union européenne, au Conseil, au Parlement européen, ce sont des sujets qui vous concernent tous. La réduction des
gaz à effet de serre dans l'Union européenne ou la réduction des émissions des véhicules qui a été décidée hier au Conseil environnement. C'est pour votre génération qu'on le fait. Le règlement général sur la protection des données, l'invention de l'intimité numérique, c'est évidemment des choses qui vont vous protéger et vous suivre dans votre vie à vous. Donc, bien sûr que l'abstention des jeunes est un sujet qui nous préoccupe. Sur les consultations citoyennes, on a voulu éviter le prisme qui avait beaucoup été celui de débats antérieurs sur l'Union européenne qui avaient pu être organisés par des prédécesseurs, qui consistait à débattre entre gens que l'Europe intéresse. Alors je me suis mis à dos un petit peu certaines associations pro-européennes qui pensaient que j'allais leur confier la responsabilité des consultations citoyennes. Et je m'en suis bien gardée parce que si c'est pour attirer les plus convaincus, je les aime beaucoup mais je les vois déjà tout le temps, c'est pas forcément le plus utile. Donc on a travaillé avec des porteurs de projets qui étaient un peu inattendus, qu'on est allé chercher, à qui on a proposé d'essayer de voir ce que l'Europe disait à leur public. On était l'autre jour avec Agnès Buzyn au Resto du Cœur, par exemple. On a fait des consultations citoyennes dans des agences Pôle emploi. On en a fait dans des lieux de détention. Je ne pense pas que le sujet de l'Europe était le quotidien des détenus, mais on a voulu savoir ce que ça voulait dire pour eux. On en avait fait avec des associations de réfugiés, avec des jeunes en service civique. Bref, on a essayé avec des artisans, avec des apprentis. On a essayé de voir ce que l'Europe voulait dire pour des publics aussi divers que possible, à la fois sur le plan géographique. J'ai été dans des grandes villes, mais aussi dans des territoires très ruraux. On en a eu en Outre-mer, un peu partout sur le territoire, 1 millier forcément un peu partout. Il reste 7 départements où il n'y a pas eu de consultation citoyenne. C'est très mal, mais c'est très peu. Et on a essayé de toucher toutes les classes d'âge et toutes les catégories socio-professionnelles. Malgré tout, même un milieu de consultation citoyenne, ça ne suffit pas et j'en ai bien conscience. On a beaucoup de temps à rattraper sur l'Union européenne, en France en particulier. D'abord, on a des décennies de gouvernements de droite comme de gauche qui avaient des victoires nationales et des échecs européens, qui vous disaient toujours que ce qu'ils faisaient de bien, c'est parce qu'ils étaient géniaux, et ce qui s'est passé de mal, c'était à cause de l'Union européenne. Nous, on s'était engagé à ne pas faire ça. On a fait la réforme de la SNCF sans dire on est obligé d'ouvrir à la concurrence parce que Bruxelles nous y force. On a dit on ouvre à la concurrence, c'est une décision européenne qui a été prise par nos prédécesseurs qui avaient raison. Et c'est pour ça qu'on la met en œuvre. Ça change un peu la donne. On a cette relation très ambivalente à transformer. C'est aussi le cas des élus locaux. Partout à travers les territoires français, il y a des projets qui ont été financés par l'Union européenne. Simplement, la plupart du temps, vous ne le savez pas. Il y a un tout petit logo caché au fond d'une cour obscure, là où dans d'autres pays de l'Union européenne, c'est dit et assumé avec beaucoup plus de détermination. Le paradoxe, c'est que dans des pays comme la Pologne et la Hongrie, les populations sont pro-européennes à 80%, avec des gouvernements qui jouent avec l'euroscepticisme pour se positionner vis-à-vis de Bruxelles. Et ces populations, elles sont pro-européennes parce qu'elles savent ce qu'elles doivent à l'Union européenne. Moi, j'ai parfois du mal, quand je me déplace, à savoir quels sont les projets qui ont été financés par l'Union européenne autour de l'endroit où je débat, ce qui est complètement anormal. Donc il y a beaucoup de comptes à demander aux régions, qui sont les autorités de gestion des fonds européens, qui rarement mettent en avant le fait que les projets ont été aidés par l'Union européenne, mais aussi aux mairies. Moi, j'ai découvert, en faisant le tour de France, que par exemple, dans la région PACA, il y avait plus de 90 conseillers Pôle emploi qui travaillaient exclusivement sur financement européen, avec les populations les plus éloignées de l'emploi. Évidemment, c'est jamais dit. Qui vous a dit que le TGV Paris-Rennes en 2 heures n'aurait pas été possible sans financement européen? Personne. De ce point de vue-là, en France, on a beaucoup nourri l'euroscepticisme par un discours politique national et local, cocardier, et qui se défaussait sur Bruxelles de ce qui n'allait pas, alors que Bruxelles, c'est nous. Moi, je siège au Conseil des ministres, le président siège au Conseil européen.
les décisions qui sont prises. Parfois, on est mis en minorité, mais on y est, et souvent, on est pour la décision qui est prise, et il s'agit de l'assumer, ce qu'on a fait très insuffisamment. Mais ça veut dire aussi que la société civile, vous devez demander des comptes au gouvernement, aux élus locaux, dire qu'est-ce que vous avez fait sur tel ou tel sujet, qu'est-ce que vous avez accepté, qu'est-ce que vous avez refusé. Bruxelles, ça n'existe pas. C'est juste un endroit où on va en prenant un TGV pour participer à une décision à laquelle on est partie prenante. Merci à vous. On va passer au deuxième moment interactif de la conférence. Donc, on va vous demander de retourner sur le site internet de tout à l'heure. Et cette fois-ci, la question qui est posée, c'est quelle est la réforme qui est selon vous la plus urgente à faire en Europe? Vous avez le choix parmi les quelques réformes qui sont ici. Donc on vous laisse répondre. Peut-être Madame Loiseau, pendant ce temps, vous pouvez nous dire quelle est selon vous la réforme la plus urgente? Alors je vais souffler. Alors pour moi, l'Europe souffre aujourd'hui d'un manque de convergence fiscale et d'un manque de convergence sociale. On s'est attelé à la question de la convergence sociale en travaillant sur la réforme des travailleurs détachés l'année dernière. Parce qu'on avait sur un même territoire des travailleurs qui n'avaient pas la même protection sociale, mais qui n'avaient même pas le même salaire pour le même travail. Donc on y est arrivé alors qu'on nous avait dit que c'était impossible et que l'Europe sociale n'existait pas. C'est vrai que les compétences sociales dans l'Union européenne, elles sont essentiellement nationales. Il me semble qu'il faut qu'on fasse bouger les lignes et qu'il n'y ait pas de disparité aussi forte que celle qu'on connaît aujourd'hui en matière de protection sociale entre les différents pays de l'Union européenne, sans quoi la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux donne lieu à des distorsions de concurrence. Même chose sur le plan fiscal. Aujourd'hui, vous avez un pays comme la Hongrie qui a abaissé son taux d'imposition sur les sociétés à 9%. Évidemment, c'est terriblement attractif. Et c'est très facile pour un pays comme la Hongrie, qui par ailleurs touche chaque année 9 milliards d'euros à peu près de fonds européens, d'être généreux sur le plan fiscal quand son budget est à ce point abondé par des fonds européens. Donc nous proposons qu'il y ait une conditionnalité au versement des fonds européens à la convergence fiscale. Nous le proposons, ça n'est pas accepté pour le moment, mais ça nous paraît être une des réformes urgentes parce que là encore, la compétition, la concurrence fiscale, d'abord on l'a vu, les GAFA s'en régalent, et l'une des urgences sur lesquelles, je ne veux pas dire que je suis optimiste, mais je pense que c'est pas gagné, mais gagnable, c'est d'aboutir à la taxation des GAFA dans l'Union européenne. Parce que tant qu'on n'y est pas arrivé, on ne peut pas avoir de champion numérique européen. Et l'action d'un certain nombre de géants du numérique qui payent insuffisamment d'impôts sur notre sol porte préjudice à des secteurs traditionnels, je pense notamment au tourisme, qui sont aujourd'hui terriblement impactés. Au moment où je parle, il y a de plus en plus de pays européens qui reconnaissent qu'il faut en passer par une taxation européenne des GAFA, y compris un pays comme le Luxembourg, comme quoi il ne faut jamais partir perdant. Il ne reste plus qu'une poignée de pays qui résistent et qui commencent à se sentir un peu isolés. Merci à vous. Donc on voit que l'harmonisation fiscale a l'air effectivement d'être plébiscitée par le public, qui a peut-être été influencé par votre réponse. Et donc ce qui arrive en deuxième position, c'est la création et le renforcement d'une Europe sociale. Est-ce que du coup c'est l'étape logique qui doit suivre l'harmonisation fiscale ou... Si on pouvait tout faire en même temps, ce serait formidable. Simplement, il faut avoir conscience que sur l'Europe sociale, c'est difficile parce que chacun est jaloux de son modèle social. Regardez la France, dès qu'on commence à dire qu'on va réfléchir à la pertinence de nos aides sociales, tout le monde hurle. Alors même que nos aides sociales ne sont pas forcément efficaces. Ailleurs, c'est la même chose. Les Scandinaves sont convaincus, en partie à juste titre, que leur modèle social est le plus généreux et donc considèrent que toute harmonisation se ferait à leur détriment. Et les pays de l'Est considèrent que leur compétitivité passe par une faible protection sociale. Alors c'est peut-être là où les choses peuvent commencer à évoluer, parce que vous avez plusieurs pays à l'Est de l'Europe qui connaissent un déficit de main-d'œuvre, qui sont au plein emploi. Vous avez des zones
à la frontière slovaque où vous êtes à moins de 2% de taux de chômage. Ça veut dire que d'une part, les salaires montent et qu'il faut attirer des travailleurs de ces pays qui étaient partis ailleurs en Europe. Et pour les attirer, la faible protection sociale est aujourd'hui plus un handicap qu'un atout. Donc il y a une réflexion en cours. Déjà, les salaires montent en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, ça commence à être vrai. Et on peut supposer qu'au fur et à mesure, les syndicats de ces pays portent davantage d'ambition sociale. C'est comme ça qu'on peut essayer d'y arriver. Mais malgré tout, il y a des choix de société qui sont faits ici ou là, qui sont quand même très différents. Alors l'année dernière, on a travaillé à Göteborg, ça n'est pas un hasard, c'était en Suède. Il y a eu un sommet qui a travaillé sur un socle des droits sociaux européens. Il y a eu une proclamation. La proclamation, ça ne coûte rien. Derrière, il faut arriver à la décliner en décision sur des sujets. On a commencé à travailler sur les sujets congés maternité, congés parentaux, congés des aidants. Là, très souvent, la France est plutôt plus généreuse que d'autres pays dans l'Union européenne. Petit à petit, il faut faire en sorte qu'il y ait une convergence sociale. Là aussi, ce ne serait pas scandaleux de penser que le versement des fonds européens est conditionné à une forme de convergence sociale, sans quoi il y a un dumping social qui condamne certains travailleurs à être sans arrêt des travailleurs de deuxième classe. Ça veut dire aussi qu'il faut dialoguer avec tous les États européens, et dans les États, pas seulement avec les gouvernements, mais avec les syndicats, mais avec les médias, mais avec la société civile, pour faire en sorte de faire évoluer les mentalités, parce que parfois les gouvernements sont en décalage avec les attentes de leur société. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur le secteur des transports dans l'Union européenne, et notamment de savoir comment on traite les travailleurs du secteur des transports. Jusqu'à présent, l'Espagne a eu une position d'ultra-libéralisation, parce que les transporteurs espagnols veulent pouvoir travailler partout en Europe, faire ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire prendre des marchandises à Jouy-en-Josas et les apporter à Cambrai ou ailleurs, d'une manière totalement libre et sans être soumis aux réglementations, notamment du travail détaché. Moi, j'ai du mal aujourd'hui à penser qu'un gouvernement socialiste espagnol peut porter la même vision ultralibérale que le gouvernement précédent qui était Partido Popular. Et dans ces cas-là, ça se discute aussi avec les syndicats pour voir s'il n'y a pas une évolution possible. Vous parlez de convergence sociale, de convergence fiscale, etc. Mais on a quand même sans vouloir reparler peut-être d'Emmanuel Todd, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était un de nos textes au concours cette année. Emmanuel Macron a notamment parlé à propos de l'Allemagne d'un fétichisme de l'excédent, etc., au contraire de pays du sud ou de l'Est qui n'ont pas du tout les mêmes visions du travail et de l'économie. Il s'agit quand même de culture plus ou moins nationale, du moins régionale. Est-ce que vous pensez vraiment que la convergence au sein des peuples vers une autre forme de protection sociale que la leur, ou une autre forme d'économie que la leur, soit véritablement possible? Ou est-ce que, si jamais elle est chapeautée par Bruxelles, ça risque de renforcer un peu ce cliché de Bruxelles décide et on doit appliquer? Là encore, Bruxelles, ce sera les États membres et ça sera le Parlement européen. Je pense que si vous proposez à un travailleur polonais d'être mieux protégé socialement qu'aujourd'hui, il n'a pas une préférence culturelle à être mal protégé. Simplement, aujourd'hui, le patronat polonais et des entreprises, y compris françaises, qui se sont délocalisées à l'est de l'Europe, considèrent qu'il y a un avantage compétitif à rester dans des pays où la protection sociale est faible. Donc il n'y a pas de fatalité culturelle à ça. Mais il y a au fur et à mesure une sensibilisation à faire et puis des décisions qui seront prises, comme toujours en matière européenne, impulsées de manière générale par le Conseil, ensuite proposées par la Commission, et puis les ministres décident et le Parlement européen vote de son côté, puis on finit par harmoniser le tout. Ça ne sera jamais imposé par des fonctionnaires non élus. Ça, c'est le discours qui est tenu par un Viktor Orban ou par un Matteo Salvini qui parlait de la bunkerisation de
Jean-Claude Juncker et Pierre Moscovici. Simplement, les décisions, par exemple, en matière de critères de Maastricht, elles ont été prises par des chefs d'État et de gouvernement, y compris italiens. Merci à vous. On va passer maintenant donc aux questions du public. Alors, donc ceux qui sont volontaires, levez la main. Sur le Brexit, comme on ne l'a pas fait, et aussi sur le reste qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Bonsoir Madame la Ministre. Ici. Alors, puisque c'est une consultation, je vais me permettre de vous faire une proposition directement. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça n'a rien de novateur, mais ça a le mérite pour le coup de mettre un peu d'ambition dans cette Europe sociale dont vous parliez, dont ici apparemment tout le monde était en faveur. Je vous propose de créer un SMIC européen, non pas en termes nominaux, car ça poserait évidemment des difficultés en termes de compétitivité dans les pays, mais pourquoi pas en pourcentage du salaire médian, où il y a plusieurs propositions d'économistes là-dessus. En tout cas, les élections européennes arrivent, il faut porter un vrai projet européen, un projet ambitieux, vous le disiez. Je pense que c'est une des propositions qui pourrait un peu remettre l'Europe sur les rails. Donc voilà, je vous fais cette proposition à vous et à tout gouvernement d'ailleurs. Merci, ça n'est pas une proposition rien qu'à moi. Ça tombe bien parce que c'est une proposition qu'on porte. Effectivement, il faut qu'on arrive à un SMIC européen, évidemment pas unique parce que ça n'aurait pas de sens aujourd'hui, mais en pourcentage du salaire médian. C'est une proposition qu'on porte et c'est une proposition qu'on souhaite voir porter par les organisations syndicales. Elles le portent au niveau européen et qu'on souhaite voir vivre, y compris dans un certain nombre de programmes au moment des élections européennes. C'est évidemment indispensable de dire que l'Europe sociale, c'est pas juste un slogan. Derrière, il y a des outils pour y parvenir. Je voulais revenir brièvement sur le fait de porter des propositions sur notamment la convergence fiscale ou les critères de Maastricht. Il faut avoir conscience que si aujourd'hui la France peut porter beaucoup d'ambitions européennes et beaucoup de propositions, c'est aussi parce qu'on a balayé devant notre porte. Parler d'harmonisation fiscale quand on était plus haut qu'à peu près tous les autres en matière d'impôt sur les sociétés, on devait regarder nos prédécesseurs poliment, mais en riant sous cap. Parler de critères de Maastricht, c'était évidemment assez compliqué quand on ne les respectait pas. Aujourd'hui, avec les décisions que nous prenons et que nous appliquons, on a une autre audience en Europe que ça n'était le cas précédemment. Ça fera 3 ans où on sera en dessous de 3% de déficit. Ça donne une autre crédibilité pour porter une ambition européenne. Bonsoir Madame la Ministre. Ma question va porter plutôt sur le cadre en fait des consultations européennes, parce que moi j'y vois un véritable paradoxe, dans le sens où ces consultations sont amenées en fait à faire partager notre vision de l'Europe avec vous, avec nos gouvernants, mais d'un autre côté, le président de la République essaye aussi d'essentialiser le débat, à mon sens, quand il évoque les termes de populiste de nationaliste et de progressiste. Est-ce que vous y voyez pas un véritable paradoxe avec le fait d'avoir justement ces consultations et évidemment le résultat des élections européennes dans un an, alors peut-être pas chez nous, mais en tout cas à l'est de l'Europe, vont pas forcément porter des idées comme les vôtres. Comment pouvoir créer une Europe qui justement serait unie alors que vous auriez de véritables divergences sur certains points ? Alors, nationaliste et progressiste. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui essentialise le débat. Il accepte de nommer ce qui est en train de se passer et ce qui se passe depuis des années et qu'on n'a pas voulu voir. Ça fait des années que vous avez des régimes qui dérivent, où l'état de droit est de moins en moins respecté. Ça fait des années que des extrémistes montent. Vous dites peut-être pas en France, alors j'espère pas en France, mais je vous rappelle que aujourd'hui, la France, c'est le pays où, en 2014, le premier parti issu des élections européennes, c'est le Front National. Donc, la montée des extrêmes, on l'a vécu même avant d'autres. Soit on ne regarde pas, et on dit que tout
va très bien, Madame la Marquise, soit on alerte sur le fait qu'il y a aujourd'hui, à travers l'Europe, des mouvements qui ont pour projet de détruire le projet européen, de détruire la construction européenne. Parce que l'Europe des nations de Madame Le Pen hier à Rome, qu'est-ce que ça dit derrière? Qu'est-ce qu'elle propose? Quel est son bilan, le bilan de son parti, au Parlement européen depuis 2014, justement? Le premier groupe politique français au Parlement européen doit quand même faire campagne sur son bilan. Moi, je suis à La République En Marche. Il se trouve que j'ai un bilan du président de la République et du gouvernement sur l'Europe, mais pas de député européen. Elle en a. Ce qu'elle a comme bilan, c'est des poursuites pour emploi fictif et détournement de fonds. Et c'est d'avoir raté tous les progrès que le Parlement européen a pu porter. Elle a voté contre toutes les mesures de lutte contre le terrorisme. Enfin, son parti. Son parti a voté contre la réforme du travail détaché. Son parti a voté contre l'alerte sur les violations de l'état de droit en Hongrie. Et je vous épargne la liste parce qu'elle est très longue. Il y a effectivement aujourd'hui des partis qui veulent se servir des européennes pour affaiblir le projet européen. Ces partis, d'ailleurs, ça n'est pas un mystère, ils ont deux adresses. Celle de Steve Bannon, un Américain qui a fait la victoire de Donald Trump et qui en ce moment est revenu aux États-Unis pour faire la victoire des Républicains au midterm, et Moscou. C'est les deux endroits où on a vu aussi bien Matteo Salvini que Marine Le Pen, que l'extrême droite belge, autrichienne, danoise, finlandaise, et j'en passe. Donc il y a vraiment, c'est pas essentialiser le débat, c'est dire attention, il se passe quelque chose. Donald Trump nous l'a dit, et on ne pouvait pas être plus clair. Il a qualifié l'Union européenne d'adversaire des États-Unis. Alors on peut considérer, comme je le fais, que c'est malheureux, que c'est nier une alliance ancienne et forte, mais il a dit adversaire des États-Unis. Et son objectif, c'est de l'affaiblir. Vladimir Poutine, il n'a jamais caché que pour lui, l'Union européenne, et notamment son extension à l'Est, mais pas seulement, était quelque chose contre quoi il voulait lutter. Et vous avez des extrémistes qui se disent nationalistes et qui derrière se précipitent auprès de Steve Bannon ou à Moscou. Donc il y a un vrai enjeu, il y a un moment historique, c'est un moment assez grave. Et ce qu'on a fait que ne faisaient pas d'autres partis politiques, c'est qu'on a décidé de le nommer. Pourquoi d'autres partis politiques qui étaient déjà présents au Parlement européen ne l'ont pas fait? Simplement parce que ils siégeaient à côté de ces nationalistes. Les Républicains siègent aux côtés du parti de Viktor Orban. Et ils ont décidé qu'une partie des députés européens républicains n'ont pas voté la résolution du Parlement européen alertant sur les menaces contre les libertés en Hongrie. Et le Parti populaire européen, dans lequel siègent les LR et le Fidesz, n'a pas décidé de l'exclusion du Fidesz. Donc évidemment, nommer le nationalisme, l'extrémisme et l'hostilité à l'Europe, c'est embarrassant quand vous siégez à leur côté parce que ça fait nombre et que ça fait poids. Alors, il y en a pour tout le monde, parce que des brebis galeuses, il y en a partout. En ce moment, l'état de droit en Roumanie connaît des coups de boutoir sévères. Le parti au pouvoir en Roumanie siège dans le groupe des socialistes et démocrates et n'en a pas été exclu non plus. Il y en a pour tout le monde. Donc évidemment, mettre un peu, je dirais, les pieds dans le plat et dire qu'on a des problèmes avec l'idéologie, le comportement et les pratiques de certains partis, ça dérange ceux qui avaient préféré s'en accommoder. Mais j'ai entendu par exemple Brice Hortefeux dire « Attention, nommer le populisme, c'est le faire grandir ». Ce que je l'ai vu faire, lui, comme député européen pendant des années, c'est ne rien dire, ne rien entendre, ne rien voir, et le laisser grandir
parce que je ne l'ai pas vu reculer, ce nationalisme et cet extrémisme. Alors est-ce que c'est contradictoire avec l'idée de faire des consultations citoyennes? Je ne crois pas. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que 2 pays se sont dégonflés sur les consultations citoyennes, c'est l'Italie actuelle. Le précédent gouvernement italien avait adhéré avec enthousiasme. Et la Hongrie de Viktor Orban qui avait dit oui, parce qu'ils étaient le dernier à s'être prononcés, qu'ils ne voulaient pas être tout seuls à dire non. Ils pensaient que beaucoup de pays diraient non. Quand ils se sont aperçus qu'ils étaient tout seuls, ils ont dit oui. Et finalement, ils ont décidé de ne faire aucune consultation citoyenne, parce que le propre des populistes, c'est de dire « je suis le peuple » et de surtout pas prendre le risque. Ça m'a été dit par un membre du gouvernement italien actuel, m'a dit « oh là là, mais consulter les citoyens, c'est très dangereux ». C'est intéressant d'entendre ça. Nous, on pense que c'est un pari à prendre, un risque à courir, parce que ne pas les consulter, c'est encore plus dangereux. C'est accréditer l'idée que le peuple est représenté par les populistes, et puis c'est arriver vers des dérives comme le Brexit. Le Brexit, c'est, j'allais dire, le populisme près de chez vous. C'est le populisme pratiqué par des partis traditionnels non extrémistes. C'est ça qui s'est passé. Donc je ne pense pas que ce soit contradictoire, et j'ai d'ailleurs noté avec intérêt que s'il n'y a pas de consultation citoyenne, comme on en tient ce soir, physique en Hongrie, les citoyens hongrois sont très nombreux à s'être rendus sur le site internet de la Commission pour participer aux consultations citoyennes, parce qu'ils avaient envie de s'exprimer. Juste pour information, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc encore 1 ou 2 questions. Bonjour Madame la Ministre. Vous avez parlé des partenariats éventuels post-Brexit. J'ai une question spécifique. Est-ce que l'Europe de la défense doit se faire avec ou sans le Royaume-Uni? Est-ce possible sans ou avec? Alors jusqu'à présent, c'était impossible avec. S'il y a quelque chose de bon au Brexit, c'est qu'on a mis 60 ans à parler d'Europe de la défense, et on a commencé à la mettre en place au moment où les Britanniques regardaient ailleurs. Donc on a pu créer une coopération structurée permanente entre 25 des 27 États restants de l'Union européenne, et on a pu créer l'amorce d'un fonds européen de défense, c'est-à-dire de l'argent européen qui sert à des projets capacitaires dans l'Union européenne. Et dès lors que c'est devenu possible, les Britanniques nous ont dit « attendez, pas de blague, on veut en être ». Et vous avez raison, les Britanniques sont un partenaire stratégique essentiel. Alors pas de l'Europe de la défense. Aujourd'hui, les opérations européennes en matière de politique de sécurité et de défense commune sont très peu fréquentées par les Britanniques. En revanche, nous sommes ensemble, par exemple, dans les pays baltes, sous parapluie OTAN, sous commandement OTAN, France et Royaume-Uni. Et les Britanniques ont, par exemple, envoyé des hélicoptères au Mali, à nos côtés, mais à titre bilatéral, pas à titre européen. Nous avons quand même cette conviction qu'on a besoin d'un partenariat stratégique fort avec le Royaume-Uni. C'est la seule autre armée avec l'armée française qui peut se déployer sur des opérations extérieures de manière rapide et crédible. Et puis c'est le seul autre État de l'Europe, au moins géographique, qui possède la dissuasion nucléaire. C'est la raison pour laquelle nous avons inventé un concept qui s'appelle l'Initiative européenne d'intervention, qui permet de rassembler les pays du continent européen, les plus volontaires et les plus capables, pour essayer d'accentuer notre culture stratégique commune, avec de la planification commune, avec de l'évaluation de la menace commune, avec des entraînements communs pour pouvoir se projeter ensemble. Donc il faut évidemment une Europe concentrique. Ça, Emmanuel Macron l'a dit depuis le départ. L'Europe différenciée, ça consiste sur certains sujets à rassembler ceux qui peuvent et veulent faire plus vite. C'est pas dramatique que tout le monde fasse pas tout en même temps, à condition qu'on ne force personne qui ne veut pas avancer, mais qu'on ne soit bloqué par personne qui ne serait pas prêt. Ça vaut pour l'Union européenne et ça peut valoir pour des partenaires, y compris qui deviennent des États tiers comme le Royaume-Uni.
On est convaincu que c'est la meilleure manière d'absorber un futur élargissement, d'avoir une Europe à plusieurs vitesses, comme on l'a d'ailleurs déjà sur la zone euro ou sur Schengen, et puis peut-être un jour de convaincre le Royaume-Uni de rejoindre cette Europe différenciée qu'on aura réussi à mettre en place. Une toute dernière question. Bonsoir Madame la Ministre, rapidement pour finir. Vous regrettez l'abstention aux élections européennes, mais est-ce que vous vous êtes pas déjà tiré une balle dans le pied lorsque les dirigeants européens ont renoncé au principe des Spitzenkandidaten, qui était un des principes qui pouvait permettre une once de démocratie à l'échelle européenne, c'est-à-dire que vous avez dit que vous n'étiez pas sûr que le prochain président de la Commission européenne serait quelqu'un qui figurait en tête de liste pour les élections européennes de 2019, ce qui pose quand même un problème au niveau de la représentativité et de la démocratie en Europe. Ce qu'on a dit, c'est qu'on allait appliquer les traités. Et c'est les chefs d'État et de gouvernement européens. Qu'est-ce que les traités prévoient? Que le Conseil, donc les chefs d'État et de gouvernement, choisissent un président de la Commission en prenant en compte le résultat des élections européennes, mais pas forcément en prenant la tête de liste du parti arrivé en premier. Qu'est-ce que c'est un Spitzenkandidat tel que ça s'est passé en 2014 pour la seule fois que nous connaissions dans l'histoire de l'Union européenne? Et ça a conduit au choix de Jean-Claude Juncker, qui est un très bon président de la Commission, mais dont je ne pense pas qu'il ait rapproché les citoyens des institutions européennes. Je ne pense pas qu'un jeune ou un moins jeune Européen se dise qu'aujourd'hui l'Europe est plus incarnée parce que c'est Jean-Claude Juncker. Avec tout le respect que je lui dois et avec toute la qualité du travail qu'il effectue. Ce qui s'est passé, c'est que le PPE était arrivé en tête, mais qu'il fallait quand même quelqu'un qui soit compatible avec les socialistes et démocrates, parce qu'il fallait avoir une majorité. Est-ce qu'arriver en tête, ça veut dire avoir une majorité? Non. Ça n'est pas le cas dans la plupart des États membres de l'Union européenne. Vous voyez les difficultés que connaissent nos partenaires, des coalitions qui tirent à U et à dia ou qui sont très faibles, des gouvernements minoritaires. C'est pour ça que quand les journalistes me parlent en ce moment de la crise gouvernementale française, je leur dis, écoutez, venez faire un tour en Europe avec moi, et vous verrez que tous nos partenaires aimeraient avoir le même genre de soucis que nous, c'est-à-dire remplacer un ministre. Mais être à la tête de la liste, arriver en tête, ça ne veut pas dire que vous êtes capable de rassembler une majorité. Mais ça veut dire que vous êtes probablement à la tête d'une liste où les députés allemands sont numériquement toujours les plus nombreux, puisque c'est les Allemands qui ont le plus de députés européens, 96. Ça veut donc dire que vous déléguez le choix du président de la Commission à l'Allemagne. J'appelle pas ça un choix démocratique. Nous avions plaidé pour qu'il y ait des listes transnationales. Alors pas pour tout le Parlement européen, mais qu'on profite du départ des Britanniques pour utiliser une partie des sièges qu'ils laissaient vacants pour mettre en place des listes transnationales, à la tête desquelles les chefs des têtes de liste pouvaient être considérés comme des Spitzenkandidats. C'est quand même pas un hasard si on utilise toujours un mot allemand. Qui a refusé les listes transnationales alors que le Parlement européen y était favorable depuis très longtemps? Le PPE, et à l'intérieur du PPE, les députés allemands du PPE. Parce qu'ils avaient la crainte que ça touche même un tout petit peu la suprématie dont ils bénéficient dans le système actuel. Je ne suis pas sûre qu'il soit considéré comme parfaitement démocratique qu'un parti et une nationalité à l'intérieur d'un parti considère que c'est à lui de diriger l'Europe. Choisir un président de la Commission en tenant compte du résultat des élections européennes, et ça signifie le présenter au vote du Parlement européen
qui devra le valider. Donc de toute façon, il y a un processus qui sera démocratique. Mais je ne vois pas aujourd'hui, dans les tentatives de Spitzenkandidat qui émergent ici ou là, de personnalités qui incarnent véritablement un idéal européen transnational. Si vous regardez celui qui est candidat au PPE, Manfred Weber, c'est d'abord un député allemand, tiens donc, de la CSU. Est-ce que l'ensemble de l'Europe se reconnaît en lui? Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre. Pour d'autres partis, pour les socialistes et démocrates, on voit aujourd'hui un commissaire slovaque, peut-être, semble-t-il, un commissaire néerlandais. Bref, je nous invite à un peu de prudence avant de confondre tête de liste du parti arrivé en tête et représentation démocratique. Et puis, imaginons le pire, c'est-à-dire que ce qui nous est arrivé en France en 2014 arrive à toute l'Europe. Vous êtes vraiment sûr que vous avez envie que le Spitzenkandidat des populistes devienne le président de la prochaine Commission européenne? Pas moi. Alors je ferai tout pour qu'il ne soit pas en premier, mais quand même, ça pose question. Merci. Est-ce que vous avez encore le temps pour une question ou une question alors? Donc, pour revenir aux migrations, vous avez parlé de pays de bonne volonté face à des pays de mauvaise volonté, donc on a compris qui c'était. Mais dans les faits, la France est-elle vraiment un pays de bonne volonté? Parce que finalement, elle a accueilli très peu de migrants face à l'ampleur de la crise humanitaire. Et de plus, vous parlez énormément des problèmes liés aux migrations, en accusant notamment les passeurs. Mais ils prospèrent aussi grâce à la fermeté de l'Europe, qui est également la fermeté de la France. Donc, qu'est-ce que peut faire la France pour limiter cette crise humanitaire, dans les faits? Alors en France, l'année dernière, il y a eu 100 000 demandes d'asile. C'est un record historique. Simplement, il sera battu cette année, compte tenu des statistiques qu'on a déjà sur le premier semestre. Donc dire que la France accueille très peu de demandeurs d'asile, c'est simplement faux quand on regarde les chiffres. Et c'est un phénomène ancien. Ensuite, quand des personnes sont déboutées du droit d'asile ailleurs en Europe, il n'est pas rare qu'ils viennent demander l'asile en France. Donc on a beaucoup de demandeurs d'asile sur notre territoire et aussi beaucoup de déboutés. Alors, vous dites, les passeurs prospèrent sur la fermeté ou la fermeture de l'Europe. La question, c'est qu'est-ce que les Européens souhaitent? Est-ce que vous pensez vraiment que les Européens souhaitent que l'Europe soit ouverte à tous ceux qui utilisent la demande d'asile pour, en réalité, mener à bien un projet de migration économique illégale? Je n'ai pas le sentiment que ce soit le vœu des Européens. Et moi, mon rôle de responsable politique, c'est de répondre aux attentes de mes concitoyens. En revanche, il y a quelque chose sur quoi je considère qu'on ne doit pas transiger, c'est le devoir d'accueil pour les personnes qui fuient la persécution. Et là-dessus, on a un vrai désaccord avec certains pays qui disent qu'ils ne veulent pas de demandeurs d'asile, pas mal de gens qui ont obtenu le statut de réfugiés. Et là, il y a un vrai sujet de comment on fait vivre nos valeurs dans l'Union européenne. Je parlais tout à l'heure de ce que nous faisions au Niger, au Tchad, et nous voulons que d'autres pays européens le fassent aussi. Nous le faisons aussi au Liban, en Turquie, en Jordanie, de la même manière, pour réinstaller des réfugiés directement sur le territoire européen, sans qu'ils passent par les affres des passeurs. Et puis nous devons travailler davantage à l'intégration, à la fois des demandeurs d'asile et des réfugiés, faire en sorte que les procédures soient plus rapides, qu'on construise davantage de logements, c'est en cours, qu'il y ait davantage de cours de français. On a vécu longtemps sur le passé de nos migrations, c'est-à-dire le fait que les migrants qui venaient en France étaient très majoritairement francophones, parce que venant d'Afrique subsaharienne francophone ou venant du Maghreb. Alors d'abord, aujourd'hui, vous pouvez venir d'Afrique subsaharienne et ne pas être
vraiment francophones. Et puis, vous avez des demandeurs d'asile qui arrivent d'autres parties du monde. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup augmenté les cours de français. C'est la raison pour laquelle aussi aujourd'hui, nous mettons en place une aide de 15 millions d'euros pour travailler à la formation professionnelle des réfugiés. Parce que, là encore, il faut pouvoir convertir des qualifications professionnelles qui viennent d'un autre pays en employabilité sur notre sol. Bref, on a énormément à faire. On est très engagé. On travaille beaucoup sur les échanges de bonnes pratiques. Par exemple, moi, je préside un comité franco-allemand à l'intégration. Et on regarde en permanence qu'est-ce que l'autre fait mieux, qu'on devrait importer, ou quel est l'échec qu'on a eu ou qu'a eu le partenaire qu'on devrait éviter de reproduire. Parce qu'on est tous face à des enjeux qui sont extraordinairement compliqués, face à une ampleur nouvelle du nombre de migrants et surtout de l'origine géographique de ces migrants qui nous oblige à revisiter notre façon d'appréhender le sujet. On essaye de le faire de la manière la plus efficace, la plus humaine possible, mais je ne crois pas, pour finir de répondre à votre question, que la solution, ce soit de considérer que l'Europe serait le seul espace ouvert au monde, là où il ne l'est nulle part ailleurs. Ça reste en tout cas l'espace le plus attractif. Et je voudrais peut-être conclure là-dessus. On a toujours des états d'âme. On pense toujours que l'Europe n'est pas assez ci ou trop ça. Et moi-même, qui travaille sur ces sujets toute la journée, des états d'âme, j'en ai. Et puis, je me rappelle qu'il y a une dizaine de pays qui candidatent à entrer dans l'Union européenne et qu'il y a des centaines de milliers de gens qui risquent leur vie pour nous rejoindre et qui n'ont pas du tout envie d'aller vers d'autres pays qui pourtant sont très fiers d'eux, sont très affirmatifs et voudraient nous donner des leçons ou voudraient prendre notre destin en main. Je voudrais qu'on s'en souvienne. Alors, pas pour s'endormir sur nos lauriers, pour essayer d'être fidèles à nos valeurs et à nos engagements, mais pour être à la hauteur de la promesse européenne, parce que c'est quand même l'aventure politique la plus improbable, la plus audacieuse et la plus réussie de ces 60 dernières années. Et je voudrais que votre génération la reprenne, pas seulement en héritage, mais pour la transformer encore, et pour que ça reste ce rêve extraordinaire d'un espace où on a réussi à concilier la liberté individuelle, l'esprit d'entreprise et la justice sociale au même niveau, et on y est arrivé nulle part ailleurs au monde. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bon, on avait une dernière question bonus à vous poser, mais vous nous avez un petit peu coupé l'arbre sous le pied avec cette belle conclusion. Donc on va essayer, si vous avez le temps de rester, on aimerait bien vous la poser au buffet, mais si vous n'avez pas le temps, bon bah super. Alors je me permets, alors on va y aller. D'abord, je tiens à vous dire qu'on va vous faire parvenir un Google Doc, où vous pourrez nous faire vos retours sur la conférence, et aussi faire vos suggestions sur l'avenir de l'Union européenne si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Voilà, je remercie Mathilde et Hugo pour la modération, Iris pour la superbe intro, et j'espère à tout de suite au buffet. Merci beaucoup.